RMC, le grand oral des grandes gueules. Grand oral des GG aujourd'hui avec l'économiste Thomas Porcher, auteur de ce livre, Traité d'économie hérétique aux éditions Fayard. Thomas Porcher, bonjour. Bonjour. Un livre qui tord le cou à toutes les idées reçues selon lui de la Macronie. On va y revenir, notamment la dette publique qui serait un danger, la France qui ne ferait jamais de réforme, le modèle social qui serait inefficace. Mais l'actualité, ce sont nos retraités, nos seniors qui seront dans la rue aujourd'hui. Ils ont raison de se plaindre ? Oui, ils ont raison, oui, parce qu'il n'y a aucune raison finalement de baisser leur pension de retraite. Il n'y a aucune raison de faire ce jeu de vase communicant en disant qu'on donne à certains en retirant aux autres et d'invoquer la solidarité intergénérationnelle. Puisque dans d'autres domaines, on est capable de se priver de rentrées budgétaires, 24 milliards avec la réforme de Macron, et là, il n'y a pas de problème. Donc pourquoi on doit aller tirer chez les retraités ? Non, ils ont raison d'aller manifester. C'est injuste. Oui, c'est injuste. Enfin, je ne comprends pas pourquoi on doit leur retirer une pension comme ça. C'est pas justifié, alors que de l'autre côté, on fait 24 milliards avec la flat tax, avec la réforme de l'ISF, avec la baisse de l'impôt sur les sociétés. C'est pas justifié. Pourquoi on ne demande pas une contribution justement à ceux-là ? On leur demande pas de contribution, on leur fait une baisse d'impôt sans contribution. Alors que là, on demande une contribution à des retraités, on change les règles du jeu en plein milieu. Non, c'est pas correct. Quand Macron est interpellé par des grands-mères, là, on a passé la séquence tout à l'heure. Il y a un dialogue très poli, mais il dit faites-moi confiance, soyez patient, parce qu'à un moment donné, on va vous redonner ce qu'on est en train de vous prendre. Il faut faire des efforts et ça va payer. Oui, c'est pas un langage de vérité finalement assez courageux. Non, pour moi, non. Là, clairement, ce qui s'est passé, c'est qu'il a voulu redonner du pouvoir d'achat. Il a choisi les salariés. Il y a un arbitrage qui a été fait pour les salariés du privé, où il a retiré ces 2 lignes de cotisation et donc il augmente le salaire net, même si ces cotisations, elles finançaient pas un trou noir, elles finançaient d'autres choses, mais ça, on en parlera après. Et comme il y avait une perte dans le budget à ce moment-là, et qu'il faut rembourser la dette, on nous l'a répété, Bruno Le Maire le répète, le répétait encore hier, Griveaux le répétait aussi, il faut rembourser la dette, donc il a fallu récupérer ailleurs. Donc on a récupéré sur les retraités. Mais dans le même temps, on offre 24 milliards, dont 4 milliards aux 1% les plus riches qui ont 25% du patrimoine. On n'offre pas. Attendez. Pas de l'argent qu'on leur donne. Les 30 dernières années, les 1%... C'est leur argent. Alors écoutez, les 30 dernières années, les 1% les plus riches ont capté une grosse partie de la croissance économique. D'accord ? Et leur revenu a augmenté de 100%. Le reste de la population, alors donc malgré les taxations, leur revenu a augmenté de 100%. Ces 1% qui sont à plaindre détiennent 25% du patrimoine global. Attendez, patrimoine mobilier et immobilier, 25% du patrimoine global. C'est les 50% derniers détiennent moins de 1% du patrimoine. Donc ces gens-là payaient un impôt, l'ISF, et là on leur réoffre, donc on leur empêche de payer 4 milliards pour des raisons X et Y, notamment la fuite des riches, soi-disant. Alors, non, pour réinjecter cet argent dans l'économie qui en a besoin, écoutez, notamment l'investissement, qui est un des problèmes en France, c'est le manque d'investissement. D'accord, mais alors si ça il y a beaucoup de pays qui ont eu cette logique dans les années 80-90. J'ai pas eu l'impression qu'il y a eu de l'investissement qui a été réinjecté. C'est seulement que la croissance qui a été faite, parfois qui a été plus élevée que la nôtre, elle a été encore plus captée par ces gens-là. Et les champions de ce type de réforme, c'est le Royaume-Uni et les États-Unis, qui l'ont fait pendant 30 ans, qui ont eu des taux de croissance plus élevés que nous, mais ces 1% ont capté encore plus de richesses. Et vous aviez une partie de la population qui, eux, n'avaient pas grand-chose. Et c'est cette partie de la population qui a voté pour Trump. J'aimerais pas, moi, qu'il y ait un jour un espèce de Trump en France. Et c'est cette partie de la population qui a aussi voté pour le Brexit. C'est pas parce que, oui, d'accord, et qu'ils s'en mordent les doigts. Dans les sondages, quand on refait les sondages, oui, ils ont du mal à sortir aujourd'hui. Politiquement, c'est difficile, mais quand on refait les sondages, si le Brexit était revoté, on n'est pas sûr que c'est encore au coude à coude. Alors les sondages se trompent souvent, mais c'est encore au coude à coude. Non, mais les populistes, effectivement, se nourrissent de ce que vous racontez, mais en général, quand ils arrivent au pouvoir, ils changent d'avis. Alors, sauf peut-être pour le Brexit, mais déjà, les Italiens nous expliquent que non, on ne veut pas sortir de l'Europe. Mais non, finalement, référendum. Non, on n'a pas vraiment fait le. Bon, en général, c'est toujours comme ça se passe. En Grèce, on a vu Syriza, puis finalement, on applique plus ou moins la même politique partout en Europe parce qu'il n'y en a pas d'autres. Non, ça c'est justement. Alors moi c'est ce que je dis. C'est dans le livre. Il y a tout un tas en fait. Il y a un cadre de pensée avec tout un tas d'épouvantails dont la dette fait partie, dont le déficit fait partie, dont la mondialisation fait partie, qui vous amène à un champ de réforme extrêmement faible. C'est ça la réalité. Donc Emmanuel Macron, par exemple, il a dit des choses intéressantes ou pas, mais il a dit qu'il faut flexibiliser le marché du travail, il faut rembourser notre dette, le modèle social n'est pas adapté à la mondialisation. Tout le monde a dit il est novateur. Bon, moi j'avais l'impression qu'on avait déjà entendu ça, même sous Sarkozy. Oui, mais on l'avait pas fait.
On l'avait fait si, on l'avait quand même fait en partie. La dette publique, on l'a pas fait, parce que sinon on n'aurait pas cette dette publique. La dette publique, il y a eu quand même... notre dette publique était à 65% du PIB, l'équivalent de l'Allemagne aujourd'hui, entre 2002 et 2007. Tranquille, elle était parfaitement stable. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, elle est à 100% du PIB. Et ça, c'est pas un problème ? Alors, je vous explique, entre-temps, il y a eu une crise qui a renfloué les banques, elle est passée en un an de 65 à 79%. Plus ensuite, vous n'avez plus d'activité, donc vous dégagez des prestations, il y a moins de profit de l'autre, il y a moins de rentrée. 100% du PIB, c'est très grave. Donc quand il y a une crise, il vaut mieux pas avoir de dette publique, donc. Et vous appelez ça un épouvantail. Alors oui, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on parle de la dette publique, c'est très bien, on la met toujours en avant. On regarde la dette privée, la dette des ménages et des entreprises, qui ont une durée de vie quand même plus faible qu'un État. La dette privée aujourd'hui, c'est 125% du PIB. Donc la dette des ménages privés est plus élevée que la dette de l'État français. On compare souvent l'État français à un bon père de famille qui gérerait mal sa dette. Je regarde moi, je suis un père de famille, un jeune père, j'ai acheté un appartement pour ça d'ailleurs, je suis endetté sur 20 ans, j'ai un revenu que je gagne tous les ans, comme le PIB. Je vois mon taux d'endettement, si je le calcule comme un État, il est de 600% aujourd'hui. Mon taux d'endettement à moi en tant que en père de famille. Alors c'est la différence entre la bonne dette et la mauvaise dette. Comment ça vous regardez le patrimoine public, on regarde. C'est inconnu votre truc. Non, c'est pas la bonne dette et la mauvaise dette. Regardons le patrimoine public, ce que détient les administrations en bâtiments et en actifs financiers. Nous couvrons notre dette. Donc ça ne vous gêne pas que la France paye chaque année des intérêts, uniquement des intérêts. Moi aussi, je paye des intérêts tous les mois, je rembourse, j'ai un remboursement et je paye pratiquement 30% d'intérêts. Enfin, il y a une grosse partie, au moins 500 € par mois, qui sont des intérêts que je donne à ma banque. Je veux dire, tout le monde, tous ceux qui ont fait un prêt sur 20 ans, vous regardez l'intérêt après que représente votre prêt sur 20 ans, c'est quand même un gros montant. Vraiment, le patrimoine public, c'est important par rapport à la dette pour soutenir la dette. Parce que ce qui compte, c'est la soutenabilité. Parfois, on rembourse une dette sur 2 siècles, un État. Le Royaume-Uni a mis parfois 2 siècles à rembourser des dettes qu'elle avait, parce qu'un État ne meurt pas. Alors ce que je veux dire, un État peut être en faillite. Un État peut être l'Argentine, le Brésil n'est pas loin. Mais parce qu'ils n'ont pas de patrimoine public. Regardez ce qui se passe au Venezuela. Mais parce qu'ils n'ont pas de patrimoine public intéressant. Je veux dire, vous regardez l'Allemagne. Mais je vois pas votre logique de s'endetter toujours plus, puisque cette dette publique nous empêche justement peut-être de financer d'autres programmes et au service des Français, plutôt que de donner de l'argent à ceux qui nous prennent. C'est le qui est différent. L'Allemagne a une dette de 65%, mais un patrimoine public qui couvre à peine sa dette. Donc elle a moins de patrimoine public, moins de dette. Donc il faut regarder, quand vous allez voir votre banquier, vous faites un prêt par exemple de 200 000 €. Si vous avez un patrimoine de 250, 300 000 €, il va vous donner plus facilement le prêt que si vous n'avez rien. Donc la dette publique, c'est pas un problème. La dette publique, c'est pas un problème, et ce qui nous prouve que c'est pas un problème, c'est tout simplement les taux d'intérêt. Parce que vous savez, les financiers, ils sont pas idiots. Quand c'est un problème, ils augmentent les taux. Alors nous, depuis 2011, on nous dit que les taux vont augmenter. On est parmi les plus faibles taux d'intérêt au monde. Et donc, le jour où ils vont augmenter, qu'est-ce que vous direz ? Finalement, c'est vrai, ils ont augmenté. Mais c'est ce qu'on nous dit depuis 4 ans. Donc on est dépendant donc des marchés financiers par votre logique et votre réflexion. Non, c'est pas ça. On est dépendant par les taux d'intérêt ont augmenté un petit peu quand il y avait Marine Le Pen, légèrement un petit peu. Mais les taux d'intérêt, c'est un indicateur comme un autre. Mais c'est pas le seul. Il y a aussi le patrimoine, qui est vraiment une condition, vous regardez dans les travaux, c'est une condition de la soutenabilité de la dette. Et puis après, il y a ce que vous faites de l'investissement. Bien sûr que si vous investissez pour construire ce qu'on appelle dans les pays pauvres un éléphant blanc, c'est-à-dire une cathédrale avec la tête de Macron en haut, une statue à la République où Macron aurait la main levée, là, bien sûr que les marchés financiers vont s'affoler. Mais si vous empruntez pour faire des investissements d'avenir, la transition énergétique, l'innovation, là, c'est intéressant. Les États-Unis ne se privent pas. On emprunte pour notre train de vie. En partie, mais vous savez, le train de vie, vous le mettez où, une infirmière ? C'est le train de vie. Je veux dire, une infirmière, c'est quoi ? Une infirmière ou une institutrice ou un professeur ? Non, mais attendez, les fonctionnaires, de manière générale, les crèches, les instituteurs, les professeurs, les chercheurs, c'est quoi ? C'est un investissement ou c'est un train de vie ? C'est aussi un investissement. Moi, mon fils est dans une crèche, là, il me permet de travailler, c'est un investissement. On parle pas de ça. Non, mais si on parle de ça, ce sont les frais de fonctionnement aussi. Il n'y a pas que les intérêts dans la dette. Il n'y a pas que les intérêts, il y a aussi les frais de fonctionnement. Question, David. Alors, donc tout ça là est très technique. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire votre bouquin. J'étais surpris par ce plaisir. Vous nous dites, c'est très habile parce que vous nous dites qu'on est d'abord dans un cadre de pensée autorisé, donc on serait sclérosé un petit peu mentalement. Ensuite, vous faites la démonstration très argumentée, et ensuite vous arrivez à des conclusions de ce qu'il ne faudrait pas faire. Donc tout ça, je trouve que vous êtes plus pédagogue dans le bouquin que sur les plateaux. Là, on est un petit peu, enfin moi personnellement, je suis un petit peu dépassé parce que c'est très technique. Donc la question que je voudrais que vous posiez, c'est: n'y a-t-il pas, si vous aviez la possibilité aujourd'hui si vous aviez la possibilité aujourd'hui de jouir d'un budget illimité dans un investissement public, ok ? Ça veut dire qu'on n'est pas dans la posture, la dette nous empêche de faire ce qu'on pourrait faire. Donc vous avez cette possibilité-là. Quelles mesures concrètes feriez-vous immédiatement qui auraient des conséquences positives sur notre vie de Français citoyens ? Et à l'inverse,
si quelle est selon vous la mesure qu'il ne fallait absolument pas faire, compte tenu de vos théories, et même mesure, quelles sont les conséquences qu'a cette mesure sur notre vie de citoyen français? Alors, réponse Thomas Porcher. Alors, je fais juste un petit détour déjà rapidement. On est obligé d'être un peu technique sur l'économie parce que moi j'ouvre vraiment le moteur, hein. Je vais dedans. Alors je pourrais rester en surface, mais justement c'est parce qu'on n'a pas été dans le moteur que pour moi le débat est un petit peu fermé. Mais vous avez raison vous avez raison de le préciser. Quand vous répondez à Benjamin Griveaux ce matin en disant qu'effectivement cet argument de la dette fait qu'il y a un décalage sur les conséquences de la vie et que les gens du quotidien ne peuvent pas appréhender, c'est de ça dont on a besoin. Quand on nous parle... Les deux réponses à tes questions. Je réponds. Vous regardez aujourd'hui les besoins des Français. Vous allez à l'hôpital, vous attendez des heures aux urgences. Vous allez porter plainte. L'autre fois, j'ai porté plainte, je suis arrivé à 8h45 et ma plainte a été déposée à 13h30. J'ai attendu. Vous regardez ça. Vous regardez les policiers aujourd'hui, de quoi ils se plaignent. Vous avez reçu quelqu'un qui a écrit un livre, qui a fait une enquête sur la police. Il vous a dit de quoi se plaignaient les policiers. Ils ramenaient leurs menottes, ils mettaient leurs initiales, leurs papiers toilettes. Manque de moyens sous-effectifs. Manque de moyens sous-effectifs. Les hôpitaux, c'est pareil. Les prisons, c'est pareil. Les prisons, le taux de suicide et des gardes de prison, des gardiens, est 25 à 30 fois supérieur à celui de la moyenne nationale. Vous regardez les crèches. Aujourd'hui, vous allez demander une crèche. Vous avez un enfant. Vous êtes une femme. Vous avez un enfant. Vous êtes obligé de reprendre votre travail. On vous dit grosso modo, oui, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des besoins de services publics qui changeraient la vie des gens. On aurait une police armée, une police qui pourrait bien faire son travail, qui aurait des moyens. On aurait des hôpitaux qui seraient à la pointe de la technologie. On attendrait moins dans les commissariats, on attendrait moins aux urgences. On aurait des crèches, on aurait des écoles de très haut niveau. Et ça, c'est des emplois qui ne sont pas délocalisables, qui sont sur place. Et comment vous les financez tout ça? Et bien, justement, avec la dette. Non. Vous savez, la dette, vous avez une dette. Tout le monde a une dette. Je sais, vous l'avez déjà expliqué. Mais vous la remboursez parce que vous travaillez. Du raisonnement. Mais je veux dire, vous avez dit, il faut plus de crèches, plus de non, écoutez, je vous dis une chose. Mon fils ne va pas à la crèche. Ma femme ne travaille pas. D'accord. Donc on a moins de dettes, très bien, mais elle ne travaille pas. Là, notre fils est à la crèche. Ma femme travaille, donc elle finance en partie ce que fait la personne. C'est ça. Et donc elle travaille, elle est contente et elle finance les crèches. Donc c'est très bien. Alors vous, dans un instant, réponse quand même aux deux questions de David sur une mesure à prendre, une mesure qu'on n'aurait pas dû prendre, et question de Didier et de Caroline. À tout de suite. L'économiste Thomas Porcher est avec nous, traité d'économie hérétique chez Fayard, pour tordre le cou à certaines idées reçues, ou plutôt entendre certaines choses dont on nous rebat les oreilles depuis très longtemps, et c'est pour ça que vous dites non, il y a d'autres mesures à prendre. Alors, David vous a posé deux questions. Une mesure économique à prendre, qui peut avoir des effets concrets, et une autre mesure qui a été prise et qu'il n'aurait pas fallu prendre. Je vais répondre les deux en même temps. Les 4 milliards qu'on a rendus, ou qu'on a d'exonération fiscale, qu'on a donné aux 1% des ménages les plus riches, donc 240 000 ménages, ces 4 milliards-là, avec ça, on aurait créé 100 000 postes de fonctionnaires qu'on aurait dispatchés dans la police, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les crèches, et ça aurait une utilité sociale. Or là, ces 4 milliards qu'on a donnés avec le principe qu'ils vont forcément investir, mais ce n'est pas sûr. Oui, le ruissellement. Oui, parce que ce n'est pas sûr, parce que si, avec ces 4 milliards-là, ils achètent d'autres actions en bourse, ce n'est pas de l'investissement, ça, c'est de l'action sur le marché. Il y a des actionnaires qui payent l'ISF. Hein. Il faut arrêter aussi de montrer... Moi, par exemple, je suis désolé, je veux dire, on peut être chef chef d'entreprise dans une PME et payer l'ISF. Oui, on peut être propriétaire d'une maison à l'île de Ré dont on a hérité et payer l'ISF. Justement, mais ceux-là ne sont pas concernés, parce que c'est l'ISF sur les placements financiers. Et vous regardez l'ISF, c'est très simple. Quand vous avez Vous allez supprimer l'ISF dans sa totalité? Non, quand vous avez une ou deux propriétés, là vous êtes le premier ISF, vous avez plus d'1 million, 2 millions, là vous payez encore plein pot. Mais quand vous avez des placements financiers, quelqu'un qui a 20 ou 30 millions d'euros de fortune, 80% ce sont des placements financiers. Et c'est à celui-là qu'on va dire de ne plus payer d'ISF sur les placements financiers. Qu'est-ce qu'il va faire de son argent? Il va acheter d'autres actions à d'autres gens qui ont des actions, et donc ça va faire une transaction, il va faire une plus-value, mais ce ne sera pas de l'investissement, parce que ce n'est pas ça de l'investissement. Thomas Porcher, la France est l'un des pays où l'imposition est la plus forte au monde, et l'un des pays qui consacre le plus d'argent public quasiment pour de la dépense, et vous êtes en train de nous expliquer que c'est pas suffisant? C'est ça. Eh ben, écoutez, c'est pas parce que les autres pays ont décidé, parce que les autres pays avaient des niveaux semblables. Non, mais est-ce qu'on est mieux en France qu'en Allemagne, je vais vous donner un exemple, qu'en Norvège, sur les retraites, qu'en Suède?
On a dépassé la Suède. Emmanuel Macron, il dit que les retraités sont trop gâtés en France. Alors moi, je trouve qu'ils sont pas trop gâtés, mais c'est vrai que quand on fait des comparatifs au niveau international, nos retraités sont plus riches que les Allemands. Nous avons parmi les retraités qui ont des pensions de retraite les plus élevées en Europe. Pourquoi ? Parce que nous avons un système assurantiel où certains financent les retraites. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. La deuxième chose, c'est vous regardez l'hôpital public. Il va très mal en ce moment, mais malgré tout, l'hôpital public, en termes de pourcentage de PIB, c'est 11% en France. Aux États-Unis, l'hôpital est privé. C'est 17% du PIB. Donc c'est plus cher. C'est plus cher et vous avez 3 ans d'espérance de vie en moins aux États-Unis et vous avez 2 millions d'Américains qui font faillite à cause d'une maladie. Vous nous dites que c'est pas suffisant, qu'il faut encore dépenser plus. Mais c'est un modèle que vous défendez, que personne aujourd'hui au monde ne défend, mais peut-être que vous avez raison, seul contre tous. Mais je vois quand même que l'extrême pauvreté dans le monde en 30 ans a fortement baissé, avec cette mondialisation qui a plein de défauts qu'il faut sans doute réguler, mais l'extrême pauvreté dans le monde n'a jamais autant baissé, et la population n'a jamais été aussi importante. Oui, donc on voit quand même que malgré les inégalités qui existent, qui parfois se renforcent, on va quand même plutôt dans le bon sens. Alors permettez-moi, je regarde un peu toujours ces chiffres-là, mais c'est vrai, les inégalités, enfin la pauvreté a diminué. C'est des chiffres de la Banque mondiale. Oui, la pauvreté a diminué. Vous êtes passé de 1,5, enfin vous êtes passé de 1 milliard ou 2 milliards de personnes qui vivent avec 1 et 2 dollars à 1 ou 2 milliards de personnes qui vivent avec 1,5 ou 2,5 dollars. Vous avez des centaines de millions d'Indiens qui sont coincés entre 2 et 4 dollars par jour. Je n'ai pas dit que la pauvreté avait disparu, elle avait baissé. Je sais que ça vous dérange, je l'admets, mais c'est une réalité. Elle a baissé par rapport au socle, mais par rapport aux fruits de la Non, elle a baissé alors que la population mondiale a quasiment doublé, elle a baissé d'1 milliard. C'est quand même factuellement... Je finis. Elle a baissé parce que vous avez 1 milliard d'individus qui touchaient 1 dollar par jour, qui touchent maintenant 2 dollars par jour. Donc c'est très bien, mais par rapport à la croissance qui a été générée, je vous garantis que les fruits de la croissance n'ont pas été redistribués et que ça aurait pu aller plus vite. Vous pensez que la décroissance aurait aidé à ces gens de sortir de la pauvreté ? Je suis pas pour la décroissance, moi. Je suis pour justement pour la croissance. Je suis même pas contre le capitalisme. Je suis contre le capitalisme libéral, ce qui est différent. Entre 1950 et 1970, on a eu un capitalisme redistributif. D'ailleurs, on a eu beaucoup de croissance, bizarrement. Donc moi, c'est pour ce type de capitalisme. La dernière chose que je vais dire là-dessus, qui est intéressant, c'est que la pauvreté a fortement baissé parce qu'il y a 2 gros pays qui se sont développés très fortement, qui sont l'Inde et la Chine. Ça vous a pas échappé. La Chine, c'est un habitant sur 5. Or, la Chine a tout fait, sauf appliquer les préceptes libéraux que vous dites. La Chine, c'est un pays communiste qui s'est développé progressivement. L'Inde a un État qui réglemente. D'ailleurs, l'Inde a par exemple interdit les voitures sans chauffeur parce qu'elle ne voulait pas. Donc, ils ont quand même un État derrière. Ils n'ont pas appliqué. Et d'ailleurs, c'était des très mauvais élèves du FMI pendant très longtemps. Alors, 2 questions. Didier et Karim. Moi, j'ai lu avec attention votre bouquin et moi qui vis comme producteur de viande dans un monde mondialisé et concurrentiel, dans les conclusions, il y a un paragraphe qui me plaît bien sur lequel je pourrais vous rejoindre. L'Europe est une belle idée, une belle chose. La Commission européenne sont des voyous. Sauf que concrètement, c'est à peu près ce que vous dites, je caricature un petit peu, mais je caricature. Et concrètement, aujourd'hui, là, dans mon quotidien, il y a quelque chose qui m'embête, c'est qu'aujourd'hui, comment on fait, parce que vous restez quand même à l'état de constat, comment on fait pour que les puissants de ce monde, le jour où ils ont décidé de signer des accords du Mercosur, pour prendre un exemple, on échange des Airbus et des Rafales contre de la viande bovine aux hormones. Voilà. Et qu'est-ce que... c'est une réalité. Olivier Truchot, tu peux secouer de la tête, c'est quand même comme ça que ça va se passer. Et qu'est-ce qu'on fait à notre niveau pour refuser ça et pour le combattre ? Parce que je pense, j'ai quand même le sentiment qu'on n'a aucun moyen là-dessus, quoi. Mais non, on n'a pas aucun moyen. Parce que depuis des années, depuis des années, on vous dit que le libre-échange, c'est la liberté et que ça va profiter à tous. C'est ce qu'on vous dit. Et donc, on a signé des accords, comme vous le dites, où on va importer de la viande aux hormones qui est 30% moins chère venant du Canada, où on va tuer nos agriculteurs, où on a aujourd'hui le prix du lait. Le gouvernement a dit qu'il n'y aurait pas de bœuf aux hormones en France. Oui, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Le gouvernement a dit, et puis qui c'est qui va faire des contrôles, Olivier Truchot? Parce que là, on va retomber sur le constat qu'il a fait. Qui va aller contrôler? Il n'y a plus personne pour aller contrôler ça, quoi. Le service qui contrôle aux douanes, il n'existe quasiment plus. Donc, oui, et puis on est peut-être même sur une équivalence des normes. Mais quand vous regardez même le lait, aujourd'hui les agriculteurs, moi je préfère boire du lait local, de bonne qualité, savoir d'où il vient, la traçabilité. Aujourd'hui les agriculteurs de Bretagne, ils se plaignent parce qu'ils disent que les Chinois ont fait baisser massivement le prix du lait, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à rentabiliser leur investissement. Être dans ce système, c'est quand même dingue. Importer du lait à 12 000 km, alors qu'on pourrait en produire... des produits agricoles européens qui se mangent à l'intérieur de l'Europe. Donc, tout le monde est soumis au coût mondial. Et vous avez la conséquence d'une politique libérale complètement folle. Et après on se plaint de la malbouffe, de le manque de traçabilité, et on demande à qui de faire l'ajustement? On demande
demande à qui de faire C'est où l'ajustement le levier d'action? On demande à qui de faire l'ajustement? Aux consommateurs. Après sa journée de travail, il rentre, il doit décrypter le E111 machin codification pour acheter la bonne. Enfin, c'est horrible. Pourquoi on vous entend pas? Ça fait. Ah si, on m'entend quand même. Moi, je ne partage pas votre sensibilité politique à la base, de celle que je connais bien entendu. Et j'ai été convaincu par votre. Donc tu la partages. Il y a des prix. Non, j'ai été convaincu parce que par les arguments du livre. Attention. Par les arguments du livre. Parce que l'habileté commence vraiment par le fait de vous dire que vous êtes dans un cadran de pensée qui vous empêche l'ouverture d'esprit. Donc évidemment, tu t'ouvres, tu lis et tu dis effectivement, il y a une espèce de bon sens et de logique. Ce que je ne comprends pas, il y a des prix Nobel qui partagent vos thèses. Ce que je ne comprends pas, c'est avec une telle expertise, comment expliquer cette incapacité à convaincre? Parce qu'à un moment, parce qu'il n'est pas candidat, parce que ce que vous pensez n'est pas au pouvoir aussi en ce moment. C'est surtout ça, voilà. Il y a des moments où on peut avoir des considérations, même, je l'en parlais, criminelles, quoi. On peut dire que le non-agissement de nos gouvernants par rapport au réchauffement climatique, c'est presque de la mise en danger de la vie d'autrui. Donc pourquoi on vous entend pas? On n'arrive pas à vous entendre. Pourquoi n'arrivez-vous pas à faire passer ce message qui fait bon sens? Je pense qu'on me donne des tribunes pour exprimer mon point de vue. Donc après, voilà, il y a. Vous écoutez alors? Je pense qu'il faut revoir l'économie. Et je pense que là, il y a eu quand même quelque part un discours qui a gagné. Ça n'a pas toujours été le cas, parce que je le montre bien dans le livre. Il y a eu des moments où des modes en économie ont été autre chose. Là, il y a un discours qui a gagné. Et le vrai problème qui m'inquiétait, moi, c'est que normalement, à chaque crise, il y a un rabattement des cartes avec un autre mode de fonctionnement de l'économie. On a eu le fonctionnement, vous l'avez dit, après-guerre 50-70, crise pétrolière. On a eu le fonctionnement Thatcher, Reagan. Et là, il y a eu 2008, grosse crise. Et on n'a pas eu de changement. On a été encore plus loin dans la logique des années 80. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète vraiment. C'est que là, le débat a été tellement ficelé qu'il y a très peu de... Je veux dire, même les candidats, vous avez eu un candidat qui a été choisi comme sérieux à la présidentielle parce qu'il avait un programme économique qui était jugé avant sérieux. Alors que quand vous regardez les économistes qui soutenaient les candidats, vous aviez autant de bons économistes qui soutenaient Emmanuel Macron que de très bons économistes qui soutenaient Benoît Hamon, que de très bons économistes qui soutenaient Mélenchon. Alors pourquoi il n'y a pas eu un débat équitable là-dessus? Mais il y a eu le débat, et le débat a été tranché. Et d'ailleurs, le débat, il n'était pas entre Emmanuel Macron ou Benoît Hamon, Emmanuel Macron ou Mélenchon. Le débat, il était entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Bah oui, on ne peut pas refaire l'histoire. Les Français ont eu un choix à faire entre Macron et Le Pen. Et ils l'ont fait, du coup. Et ils l'ont fait. Oui, ils l'ont fait. Et d'ailleurs, je ne sais pas que Jacques Mélenchon s'est jamais remis de son échec du premier tour. Mais c'est les Français qui ont fait ce choix-là. Ils ont voulu faire le choix entre Le Pen et Macron. Même si c'est une pensée sclérosée. Mais attention, il y a une grosse partie quand même du discours. La prochaine élection sera intéressante pour ça en fonction de l'état du Front National. Mais il y a une grosse quand même partie du discours de Macron qui lui a permis d'atteindre ce niveau, qui était, parce qu'il n'avait pas présenté de programme, il était déjà numéro 2 dans les sondages. Il a présenté son programme. Peut-être que les Français avaient envie d'entendre ça. Fin février, très tardivement, un espèce de cadrage où personne lui est tombé dessus. Je veux dire, Monsieur Fillon, j'aime pas du tout cette politique, mais Monsieur Fillon a dit qu'il n'allait plus rembourser les aspirines, tout le monde lui est tombé dessus. Monsieur Macron a dit qu'il va économiser 15 milliards sur l'assurance maladie, c'est-à-dire qu'il veut bien avoir des médicaments. Personne lui demande quels médicaments il compte, comment il compte faire ses économies là. Hop, ça, voilà. Et pourquoi? Parce qu'il disait, je suis le seul barrage. Mathieu Orphelin, qui est quelqu'un avec qui je partage beaucoup de choses, un écologiste. Quand il a rejoint Emmanuel Macron, il a dit c'est le seul candidat qui peut battre Marine Le Pen. Ben voilà, c'est ça aujourd'hui. C'est que quand vous avez génie maléfique en face, vous avez quelqu'un. Ça fausse le débat, il n'y a plus de débat économique. Ça fausse le débat de fond. Voilà. Oui, moi, ma question va globaliser un petit peu tout ça. En fait, un hérétique en économie, c'est refuser la bien-pensance dominante. Exactement. C'est ce que vous faites actuellement. Tout à fait. Brûle, ça. Moi, j'aimerais savoir si vous aviez été au pouvoir justement auprès de Hamon, sachant que vous avez été très proche de Cécile Duflot. Oui. Qu'est-ce que concrètement, vous auriez mis en place? Les deux ayant été ministres, ils ont été au pouvoir déjà, Duflot et Hamon. Non, mais si Thomas Porcher avait travaillé justement dans un ministère auprès d'eux, qu'est-ce que vous auriez fait par rapport à cette politique actuelle qui est libérale, qui est pro-européenne? Macron n'est pas pro-fonctionnaire, on peut quand même le reconnaître aussi. Il y a un certain mépris pour une certaine classe. Donc moi, j'aimerais savoir ce que vous, en tant qu'économiste qui aurait été politisé à un moment donné avec un parti politique, parce que vous aviez une sensibilité, que vous avez toujours, auriez fait. Oui, alors, quand vous êtes un économiste qui a un débat des idées, vous êtes souvent appelé par des politiques, ça fait partie du jeu, pareil chez Macron, etc. Moi, ce que j'aurais fait, j'aurais appliqué le programme pour lequel j'avais été d'ailleurs, on m'avait demandé de rejoindre Cécile Duflot, j'avais fait un programme avec, comme je vous l'ai dit, une partie de remise à niveau du service public pour qu'il puisse servir les Français, avec de l'investissement massif dans des secteurs d'innovation, notamment la transition énergétique, et c'est un peu ce que va faire Emmanuel Macron.
Macron, parce qu'il met 15 milliards dans la transition énergétique. Moi, j'aurais été un peu plus loin, j'aurais été même jusqu'à 40 milliards, ce qu'on a donné au CICE, parce que ce sont des secteurs d'avenir. Vous savez, aujourd'hui, si Google est en monopole, c'est qu'à un moment, il y avait une très grosse concurrence entre Internet et le Minitel. Sauf que quand ils ont eu cette concurrence, les Américains, ils ont mis des milliards. Aujourd'hui, ils sont en monopole. Vous voyez, et en face, il n'y a personne. Les téléphones, c'est iPhone le meilleur, parce qu'ils ont mis des milliards d'investissements publics, le GPS, Internet, etc., qu'ils ont donné à des entrepreneurs pour qu'ils soient numéro 1. Nous, on n'a pas su faire ça. Et aujourd'hui, le concurrent d'iPhone, c'est quoi ? Samsung, un Coréen, un petit pays divisé en deux, qui tient le bras de fer. Donc, moi, j'aurais investi énormément dans l'innovation, et l'innovation notamment dans la transition énergétique, parce qu'on a loupé l'autre technologie. Google, Apple, c'est pas l'État. Au départ, c'est l'État. Énormément. C'est DARPANET qui est l'État, et ils ont mis des milliards. Et après, une fois que je veux dire, toutes les innovations de base, le GPS, c'est pas une entreprise qui l'a inventé, c'est l'État. Internet, c'est l'État. La reconnaissance vocale, c'est l'État. Ouais. Et après, vous laissez ça aux entrepreneurs. Parce que la culture de l'entreprise, la culture de l'innovation américaine, c'est différent de chez nous. On sait inventer plein de choses en France. Après, le problème, c'est qu'on a du mal dans l'application. Chez nous, quand tu fais le CICE, il y en a 3 milliards dans la rue qui hurlent qu'on aide les grands patrons. C'est la différence avec les États-Unis, quoi. Mais le CICE a été donné sans condition. C'est ça le problème. Vous avez vu le résultat. Je rentre pas dans le fond du débat, mais imaginez chez nous les prémices de Google. Que l'État mette des milliards et qu'un privé fasse fortune avec ça, il se passerait quoi chez nous ? Vos amis seraient dans la rue, mon cher. Non, regardez, Free a fait une fortune et beaucoup de Français adorent Free. Non, Free, on a tout fait pour empêcher Free d'exister. On peut refaire l'histoire de Free. Quand la façon dont on traitait Xavier Niel, on le traitait de voyou à l'époque, parce qu'il c'était le concurrent perturbé. Il y a eu de l'innovation. Il y a eu de l'innovation qui a été faite sur la VOF, etc. Après, sur la téléphonie, il y avait. On n'aime pas l'innovation. On n'aime pas les gens qui bousculent. Je ne crois pas, parce qu'on a eu quand même des innovations majeures, même si maintenant elles sont vieilles. Mais par exemple, le TGV a été une innovation majeure et tout le monde nous voulait. Voilà, justement, un mot sur la réforme de la SNCF. Elle est nécessaire. Il y a une ouverture à la concurrence pour préparer cette entreprise à la concurrence. Je crois que le but, c'est surtout pourquoi on a choisi le rail ? Pour assurer la cohésion des territoires et pour avoir une certaine efficacité. Aujourd'hui, la cohésion des territoires n'est plus là parce qu'on privilégie les grandes lignes. Et de l'autre côté, vous avez des trains qui ont beaucoup de retard. Donc moi, plutôt que de privatiser pour privatiser, parce qu'on voit les effets en Allemagne et au Royaume-Uni, les résultats ne sont pas meilleurs. C'est pas privatiser, c'est une ouverture à la concurrence. Donc vous feriez quoi ? Allez-y. Moi, je remettrais à niveau, déjà en annulant la dette, ce que l'État aurait dû faire en 90, et ce que l'Allemagne a fait pour son opérateur, 35 milliards de dettes annulées. J'annulerai une partie de cette dette pour lui redonner Ce que fera l'État français. Ce que fera l'État français, mais pas en échange de privatisation et de transformation des cheminots. C'est pas ça le vrai problème. En échange d'un investissement majeur pour assurer la cohésion des territoires. Dans les territoires. Merci Thomas Porcher, merci d'être passé par le Grand Oral DGG. Traité d'économie hérétique aux éditions Fayard.